Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. On attend 2 minutes et on va commencer. On va attendre encore un peu. Alors, est-ce que j'ai une cible là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut passer? Bah oui, j'ai une vidéo à Poitiers qui est allumée là. Elle vient de dire moi, mais on n'a pas entendu le son. Ah Mais oui, mince. Pardon. Bah moi, ok. Ah, bonjour! Salut. Moi que c'est bien qu'on ait une candidature spontanée comme ça. Ouais. Bon, enfin, spontané, merci David, merci Vincent. Oh, attends, c'est pas moi, c'est pas moi. On attend encore, vous avez 30 secondes pour vous échauffer, bien vous préparer, vous hydrater, et puis on débute. Donc, le sujet du jour, ça va être les patients avec un stimulateur cardiaque et l'électrocardiogramme de surface. Bon, encore 30 secondes, on démarre. Alors, voici un patient que l'on voit en consultation. Il a un pacemaker simple ou double chambre, d'après vous? Première question. J'ai pas entendu. Ah, tu m'entends pas? Oui, Double ça y chambre. est, je vous entends. Double chambre, très bien. Donc pourquoi? Parce qu'on voit clairement la stimulation atriale et on voit clairement la stimulation ventriculaire. D'après vous, la sonde, elle est placée où, la sonde ventriculaire? Est-ce qu'elle est placée à l'apex du ventricule droit, au septum, ou est-ce que c'est une stimulation de branche gauche, d'après vous? Là, j'ai peur qu'on vous ait perdu. Ouais, je vois que c'est tout grésillé sur l'écran là. C'est tout grésillé. Alors, je vais vous faire moi l'interprétation de ça. Là, quand on regarde le tracé, alors, il n'y a pas de preuve certaine, mais quand on regarde, quand vous avez un D1 très positif, un QRS négatif dans le territoire inférieur, c'est que c'est une activation qui va de la droite vers la gauche. D1, ça regarde de la droite vers la gauche. Quand c'est très positif, c'est donc ça va de la droite vers la gauche, donc ventricule droit. Et les dérivations inférieures qui regardent vers le bas, si c'est négatif, c'est que ça remonte et que donc on est très probablement à l'apex du ventricule droit. Donc la partie basse du ventricule droit, voilà, ça vous donne ce type d'électrocardiogramme. Quand on regarde le tracé, on a un tracé en V5, V6 qui ressemble un peu à un bloc de branche gauche, c'est-à-dire qu'on a un QRS positif en V5, V6. Et ça, voilà, c'est assez attendu aussi quand vous avez une stimulation droite, de plus ou moins de bloc gauche, puisque l'activation par la droite vers la gauche. Bien. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire, est-ce que l'on est en stimulation unipolaire ou en stimulation bipolaire? Est-ce que quelqu'un peut me répondre là-dessus? On est en unipolaire. On est en unipolaire. Effectivement, on voit la taille du spike, que ce soit la stimulation atriale ou la stimulation ventriculaire. On voit clairement qu'on est en stimulation unipolaire. Alors, le terme d'unipolaire est un peu impropre, mais c'est le terme que l'on utilise tout le temps. Mais unipolaire, quand vous stimulez toujours entre deux pôles. Donc toute stimulation, elle est forcément bipolaire. Mais quand on parle d'unipolaire, ça veut dire qu'un seul pôle est à l'intérieur du cœur. C'est-à-dire que sur un pacemaker, on stimule en unipolaire, on stimule entre l'électrode qui est située au bout de la sonde et le boîtier. Quand on va stimuler en bipolaire, on stimule entre les deux électrodes qui sont en bout de sonde. Donc unipolaire, c'est parce qu'il y a un seul pôle à l'intérieur du cœur. Bipolaire, il y a les deux pôles qui sont à l'intérieur du cœur. Et comme vous stimulez entre le bout de sonde et le boîtier, ben vous avez un champ de stimulation qui est assez grand, ce qui fait que votre spike, votre artefact de stimulation, il est beaucoup plus volté que quand c'est bipolaire. Quand vous stimulez entre les deux électrodes distales, ben le champ d'activation est très petit et du coup, ça donne un tout petit spike. Et ça, quelle que soit l'amplitude de stimulation. Vous voyez, là, par exemple, si vous êtes à 3 volts dans l'oreillette,
Si vous étiez à 3 volts en bipolaire, ben, vous auriez un spike tout petit. Donc, ce n'est pas l'amplitude qui fait la taille du spike, c'est plutôt est-ce qu'on est unipolaire ou bipolaire. OK? Donc, l'avantage de la stimulation bipolaire, hein, c'est qu'on voit bien les spikes. Qu'est-ce que vous me dites? C'est le même patient. Avec ce tracé, qu'est-ce que vous me dites? Qu'est-ce que vous en pensez? Même patient. Qu'est-ce qu'on a modifié là? Je crois que ça a coupé. Ce que j'ai modifié ici, c'est que là, on est passé cette fois avec une stimulation bipolaire dans l'oreillette et dans le ventricule. Et donc là, il faut sortir ses yeux. Moi, j'ai pas mes lunettes, mais oui, les spikes, on les voit beaucoup moins bien, hein. En gros, même tracé entre là et là, la seule chose que j'ai changé, c'est je suis passé en stimulation bipolaire ici. Et donc, si vous regardez bien, par exemple, en V3 ou en V4, on a l'impression quand même qu'on voit le spike avant la stimulation ventriculaire. Et si on cherche bien, il faudrait qu'on voit aussi le spike avant la stimulation atriale. Mais vous comprenez bien que du coup, quand on est en stimulation bipolaire, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir une certitude qu'il y a un stimulateur. Par exemple, un patient qui arrive aux urgences et l'urgentiste ne sait pas qu'il a une pile, ben là, par exemple, c'est pas du tout évident qu'il le voit sur le tracé. S'il arrive avec ce tracé-là, il n'y a aucun doute, hein. Elle va dire, bon, ce patient il a un pacemaker, il va le voir tout de suite. Donc, l'avantage d'unipolaire bipolaire, bon, c'est que vraiment, quand vous êtes en unipolaire, on voit mieux. Alors après, pourquoi est-ce qu'on programme plutôt les gens en bipolaire? Sachez que quand on met un défibrillateur, vous n'avez pas le choix. La stimulation, elle est forcément bipolaire. Toutes les sondes sont bipolaires sur un défibrillateur et vous n'avez pas le choix. Par contre, pour un stimulateur, vous avez le choix entre les deux, stimulation unipolaire ou bipolaire. Alors pourquoi on choisit l'un plutôt que l'autre? L'avantage de l'unipolaire, c'est que les spikes sont plus importants, donc ça vous facilite l'interprétation du tracé. L'avantage aussi, c'est que parfois les seuils, c'est-à-dire la quantité d'énergie qu'il faut pour stimuler le cœur, est un tout petit peu meilleure en unipolaire par rapport à en bipolaire. Par contre, l'inconvénient, c'est que en unipolaire, vous avez plus de chances de stimuler le muscle cardiaque, puisque le muscle pectoral, pardon, puisque comme vous stimulez entre le boîtier et le bout de sonde, mais quand vous stimulez en unipolaire, il y a une chance que mais votre courant il passe voilà, du boîtier jusqu'au bout de sonde, et ça peut parfois, chez certains patients, capturer le muscle pectoral et donc être dérangeant pour le patient. Voilà. Bon. Donc en pratique, en fonction des centres, il y a des centres qui systématiquement programment en unipolaire et d'autres qui programment systématiquement en bipolaire. Est-ce que vous êtes là? Oui, ben j'essaye, oui. Vous Vous m'entendez? êtes de retour. Oui, on vous entend. Qu'est-ce que vous me dites sur ce tracé? C'est le même patient toujours. À quelle fréquence on est là? C'est marqué en haut. Vous voyez là? On est à 50, ouais, Oui, 48. un peu moins. 48 battements par minute. Qu'est-ce que j'ai changé entre ce tracé-là, celui-là, et celui-là? C'est le même patient, hein. Qu'est-ce que j'ai changé? Il y a une stimulation ventriculaire uniquement. Voilà, et il y a une détection atriale. Alors, comment j'ai fait alors qu'avant j'étais stimulé dans l'oreillette pour ne plus l'être? On change de mode, VVI, on passe de Alors, DD à non, VVI. parce que si vous basculez sur le mode VVI, vous n'allez pas pouvoir vous synchroniser sur l'oreillette. Le Ouais, principe du VVI, c'est que ça tape au hasard par ouais. rapport aux oreillettes. D'accord? On a changé le délai AV. Non plus. Si je change le délai AV, la stimulation atriale, là, ce qui manque, c'est la stimulation atriale. J'étais stimulé dans l'oreillette et je ne suis plus. C'est Qu'est-ce qu'il y a? la détection Non, ce que j'ai changé, c'est la fréquence minimale. atriale. La fréquence de stimulation atriale, là par exemple, je lui ai dit, voilà, moi je programme une fréquence à 60, dans une double chambre comme ça. Si je dis 60, les oreillettes ne peuvent pas être en dessous de 60. Là, je me suis mis à une fréquence minimale à 40. Bon, mais à 40, je ne stimulerai l'oreillette que si elle est plus lente que 40. C'est clair ça? Voilà. Ouais. Je vous montre ça et le deuxième tracé, qu'est-ce que j'ai changé? Alors, vous voyez, si je reviens sur le premier, je suis comme ça et maintenant je suis comme ça. Qu'est-ce que j'ai changé? Là, j'ai la stimulation atriale, par contre, je détecte le ventricule. Qu'est-ce que j'ai changé? Euh, le délai AV, là, non? Là, effectivement, j'ai changé le délai AV. Donc, le délai AV, c'est le délai où là, par exemple, je dis, voilà, quand j'ai stimulé l'oreillette, au bout de X millisecondes, si j'ai pas de ventricule spontané, je le stimule. Ok. D'accord? Bien, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai allongé cette durée.
Et ce que l'on voit, c'est qu'il existe une conduction spontanée chez ce patient, et donc ça a favorisé la survenue d'un ventricule spontané. Tout ça pour vous dire que pour un même patient, en fonction de la programmation, bah, tu peux avoir des grands spikes et des petits. Tu peux avoir des plus petits spikes, donc unipolaires versus bipolaires. Tu peux ou pas stimuler l'oreillette. Si je change ma fréquence minimale, ben j'ai moins de. Si je ralentis ma fréquence minimale, j'ai moins de chances d'être stimulé dans l'oreillette. Si j'augmente ma fréquence minimale, j'ai plus de chances d'être stimulé dans l'oreillette. Et ensuite, le délai AV, ben c'est le moment, voilà, là par exemple, si j'allonge mon délai AV, je favorise la conduction spontanée et j'évite la stimulation ventriculaire. Est-ce que c'est clair, ça? OK? Bien. Qu'est-ce que vous voyez sur ce tracé? C'est toujours le même, hein, patient. Il est stimulé dans les deux cavités, oreillette Au départ, ventriculaire. donc on a la même chose que là, on est d'accord, c'est le même tracé. Ouais. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe là? C'est l'aimant, c'est qu'on a mis un aimant. Exactement. On a mis un aimant. Et on a mis un aimant et qu'est-ce qu'on a fait? On l'a retiré, l'aimant. J'ai mis l'aimant ici et puis je l'ai enlevé, ce qui fait que, bon là, le tracé, il est coupé, mais on repart à la fréquence que l'on avait avant. Comment ça fonctionne un aimant? Qu'est-ce que ça fait un aimant sur un pacemaker? Ça le met en asynchrone, en mode asynchrone à 100, enfin à une fréquence magnétique, ça dépend un petit peu des constructeurs. C'est entre 90 Exactement, et c'est 100. très bien. Quand je mets un aimant, à partir du moment où je mets un aimant, le pacemaker arrête d'écouter. C'est-à-dire que, vous voyez par exemple, là, si vous êtes comme ça, là, vous écoutez l'oreillette et vous stimulez le ventricule. Là, je stimule l'oreillette et j'écoute le ventricule, d'accord? Et je détecte le ventricule. Si je mets un aimant, il n'y a plus de possibilité d'écoute. Quoi qu'il arrive, je vais me mettre à stimuler rapidement. C'est clair ça? Voilà. Et je vais stimuler l'oreillette et le ventricule avec un délai AV, vous voyez, qui est très court. Alors, à quoi ça sert un aimant? À quoi ça sert? Pourquoi avant on faisait systématiquement un aimant, enfin en tout cas dans notre service, tous les patients qui arrivaient avec un pacemaker, on leur mettait l'aimant. À quoi ça sert? C'est pour vérifier si bah déjà si les spikes qui tombent, non, c'est pour vérifier juste la longévité de la pile. En fait, si la fréquence magnétique est respectée, le pacemaker, on va dire, il a une batterie qui est OK. Oui, effectivement. Et puis Alors on, on le fait de moins en moins parce ouais. qu'aujourd'hui, bon, tout le monde a un programmateur, si vous voulez. On va interroger, vous allez faire l'interrogation, il va vous dire le pacemaker il est usé ou il n'est pas usé. Hmm. Mais sachez qu'avant, beaucoup de gens évaluaient l'usure de la pile avec le test à l'aimant. Quand vous mettez un aimant sur une pile, vous allez avoir une certaine fréquence. C'est-à-dire, vous voyez, vous avez la fréquence que vous avez programmée, vous mettez les mains, il s'accélère. Et donc, si vous analysez la fréquence cardiaque, quand le pacemaker est neuf, à l'aimant, il va y avoir une certaine fréquence. Et quand on va atteindre le moment où il faut le changer, mais la fréquence va basculer à une fréquence plus lente, en gros. Donc, le problème étant que les fréquences magnétiques, elles sont variables d'une marque à l'autre. Par exemple, je ne sais pas moi, il y a certaines marques où quand il est neuf, vous allez être à 85 battements par minute. Medtronic, 85 par exemple. Quand c'est le moment où il faut changer, ça va basculer à 65 battements par minute. Donc, les médecins suivaient les patients, mettaient les mains et vous disaient, bon, mais voilà, c'est 85, ça veut dire que c'est pas usé. Si par contre c'est 65, ça veut dire que c'est usé, il faut le changer. D'accord? Les chiffres sont différents d'une marque à l'autre. Par exemple, ça va être 100 battements quand il est neuf chez Boston et 90 quand il est usé. 85 quand il est vraiment en bout de vie. Voilà, chaque marque a sa fréquence à l'aimant bien définie. Est-ce que c'est clair ça? D'accord? Et ça varie. Et donc, non seulement vous pouviez juger de l'usure de la batterie si vous connaissiez la marque, et ensuite si vous connaissiez vos fréquences. Voilà. Fréquences qui étaient variables d'un patient, enfin d'une marque à l'autre. C'est clair ça? Donc, effectivement, aujourd'hui, on s'en sert plus du tout pour ce genre de choses-là, parce que maintenant, on fait avec un programmateur. À quoi ça peut servir d'autre aussi? À vérifier la stimulation si Ouais. les spikes Si ils ça sont. capture. Imaginons que le patient il soit comme ça. Vous voyez, c'est le même patient, hein. Hmm. Là, je vois que je stimule l'oreillette et que ça marche. Et je détecte le ventricule. Donc, quand je vois mon patient, là, il est devant moi, je n'ai pas mon programmateur. Là, je ne suis pas capable de vous dire si la sonde ventriculaire capture quand elle stimule, puisque là, il n'est pas stimulé. On est d'accord? Si je mets l'aimant, ben voilà, je mets l'aimant. Bon, là, il se trouve qu'il était stimulé avant, mais vous voyez, vous forcez la stimulation, et donc vous voyez bien qu'effectivement, ça capture. D'accord? Donc, ça vous permet de faire un test de capture. Alors là, ce qu'il faut comprendre, vous stimulez à quelle amplitude? Est-ce que vous savez? À 5 volts, je pense. Alors, voilà, à peu près toutes les marques stimulent à 5 volts. Donc, ça ne veut pas dire, parce que ça marche, que ça va marcher
quand vous allez quand comme il est programmé, parce que peut-être vous n'avez programmé que 3 volts. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Si là vous vous dites, par exemple, je ne sais pas si, voilà, s'il avait besoin d'être stimulé, est-ce que ça marcherait? Si je mets l'aimant, ce que je peux vous dire, c'est qu'en gros, à 5 volts, ben, ça va fonctionner. Alors après, il y a d'autres spécificités de l'aimant, je ne vais pas trop rentrer dedans, mais en gros, voilà. Alors à quoi ça peut servir l'aimant aussi? Euh, Je vous ai dit, ça délivre 5 volts. Dans quelle situation ça peut vous sauver la situation, en fait? S'il y a une sonde si la sonde ventriculaire, elle est endommagée, Si par exemple vous avez un patient, je vais vous montrer un tracé, celui-là par exemple, vous voyez ce tracé-là? Qu'est-ce que vous me dites sur ce tracé? ah ben, le spike qui tombe pas. Attends. Vous avez un début de tracé, donc vous détectez l'oreillette, vous stimulez le ventricule. Détecte l'oreillette, vous stimulez le ventricule. Là, qu'est-ce que vous avez? Bah, Je là, on détecte stimule. l'oreillette. Ah si, on stimule. Bah, on stimule, mais il n'y a pas de ventricule derrière, quoi. Donc, ce qui est important dans les termes, c'est de bien différencier ce qui est stimulé et capturé. Là, je stimule, puisqu'il y a le spike. Par contre, je ne capture pas, il n'y a pas de ventricule derrière. On est d'accord? Ouais. Donc ça, c'est un patient-là, par exemple, qui vient, il consulte pour syncope. Il arrive aux urgences et il a ce tracé-là. Il a des pertes de capture intermittentes. Vous voyez. Bien, sur un tracé d'après, on a compris pourquoi il syncopait, parce qu'il a eu P, spike, rien. P, spike, rien. P, spike, rien. Il a eu une pause majeure. Ce patient, il était programmé à 3 volts. D'accord? Et Mm. donc, vous êtes à la limite du seuil. De temps en temps, ça capture, de temps en temps, ça ne capture pas. On est d'accord? Si vous mettez un aimant dessus, mais si vous mettez, vous allez basculer à une fréquence élevée, mais surtout, vous allez délivrer 5 volts. Et donc, même si vous n'avez pas le programmateur, vous allez peut-être lui sauver la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Mm. Voilà. Alors, comme, si vous ne savez pas comment il a été programmé, peut-être qu'il était programmé à plus de 5 volts, tout ça. Donc, vous n'êtes pas sûr que ça va marcher. Mais en tout cas, quand vous avez une perte de capture, si vous n'avez pas le programmateur, vous mettez les mains et parfois, ça vous permet de vous sauver la vie, quoi, en gros. C'est clair ça? Ouais. Voilà. Donc, ça, c'est autre chose. Voilà. C'est un autre avantage, c'est que ben, parfois, ça peut vous sauver la vie. Alors, retenez bien, hein, là, il revient à la fréquence normale parce que j'ai enlevé l'aimant. Si je laisse l'aimant sur le boîtier, ben, ça va rester à la fréquence élevée indéfiniment tant que l'aimant est positionné sur le boîtier. C'est clair ça? Ouais. Juste pour votre information, chez Biotronic, historiquement, je ne sais pas si c'est toujours le cas, Oui, mais c'est bon. l'effet de l'aimant ne durait que 8 heures. Voilà, je vous Alors, le dis. en fait, c'est 8 heures pour pour désactiver les Ouais, moteurs. Par ouais. contre, sur le Pace, c'est 10 cycles par défaut. Oui, mais si tu le laisses dessus, Et 10 cycles quand même. et il s'arrête après. Oui, il repasse en mode normal après. Tu peux le changer dans ton programmateur, dans ton Ouais, Pace. Tu ouais, peux lui mettre de dire, il garde l'effet aimant tant qu'il y a l'aimant. Par contre, ouais. par défaut, c'est que 10 cycles. C'est comme ça D'accord. souvent qu'on reconnaît les bio, moi, à l'aimant. Il fait 10 cycles et après il s'arrête. Voilà. Mais vous Et voyez, c'est donc, embêtant par rapport à ce que tu viens de dire, par contre. il y a des. Voilà, mais ça, par exemple, il y a des petites. Bon, ben après, il suffit d'enlever et le remettre, hein. Mais Oui. ce que je veux dire, c'est il y a des spécificités marque par marque qu'il faut connaître. Mm. Vous voyez, Mm. par exemple, chacune, vous voyez, vous avez vos cycles là. Vous voyez, ce délai AV au début, à l'aimant, il est long, après, il est plus court. Ça, c'est un microporte. Par exemple, microporte, quand vous faites un test à l'aimant, il va être à 5 volts, 5 volts, 5 volts, 5 volts, et puis il va baisser son amplitude sur les deux derniers. Oui, donc, il y a quelques petites spécificités qu'il faut connaître. Mais en gros, retenez quand même que généralement, à part chez Biotronic, quand vous laissez l'aimant en place, ben, ça va continuer avec un fonctionnement en aimant. Et ce que tu disais par rapport au défibrillateur, c'est que quand on pose un aimant sur un défibrillateur, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a aucun effet sur la stimulation. Par contre, ça va inhiber la détection et les thérapies, du coup. Oui. Si vous mettez un aimant sur un défibrillateur, ben, le défibrillateur, il ne choquera pas. Donc, en gros, l'aimant, on peut l'appliquer sur un défibrillateur quand vous avez des thérapies inappropriées. Patient qui a des thérapies inappropriées, si vous n'avez pas le programmateur, vous mettez l'aimant et ça va inhiber les thérapies. Et donc, il ne recevra plus de thérapie inappropriée. Ce que je vous disais, il faut faire attention parce que ça, c'est arrivé une fois. Ce fonctionnement sur un défibrillateur biotronique, ça dure pendant 8 heures. Oui. Au bout de 8 heures, l'effet de Oui. l'aimant s'arrête. Il faut l'enlever et le remettre. Voilà. Et donc, par exemple, quand il y avait des sondes cassées, il y avait des gens qui voyageaient avec les mains scotchées. Mais sachez que quand vous voyagez avec les mains scotchées, si vous attendiez le lendemain ou quelque chose comme ça, ben voilà, au bout de 8 heures, ça s'arrêtait. Bon, c'est des petits détails, mais voilà. Donc, en gros, voilà un tracé de test à l'aimant. Est-ce que vous avez des questions? Non? Bien. Donc, le tracé que je vous ai montré là, votre diagnostic, ça, c'est une perte de capture. Donc, on stimule, mais on ne capture pas.
La question qu'on peut se poser souvent, c'est pourquoi est-ce qu'un patient qui a un pacemaker est trop lent? Voilà. Pourquoi est-ce qu'il est trop lent? Pourquoi est-ce qu'un patient qui a un pacemaker pourrait faire une syncope, par exemple, une lipothymie sur une bradycardie? Une des causes évidentes, c'est la perte de capture. Je détecte l'oreillette, je stimule le ventricule, mais ça ne marche pas, et du coup, vous avez une pause. Si là, par exemple, ça n'avait pas marché non plus, ou là, ben, vous auriez une pause beaucoup plus longue, et le patient pourrait syncoper. OK? Bien. Qu'est-ce que vous me dites sur ce tracé? Il n'est pas stimulé, il y a des ondes P bloquées. Ouais, on a des ondes de P bloquées, c'est très bien, hein, on est manifestement en BAV3 ici, et là, on a des QRS un peu différents. Mm. De quoi? Là, par exemple, c'est impossible de trouver le diagnostic. Et c'est le but du tracé, hein. Mais pourquoi est-ce que d'un coup, vous ne seriez plus stimulé? Quelle peut être la cause? Enfin, pourquoi vous auriez plus de ventricules stimulés et capturés? Je sais pas, quand on change le boîtier en salle, Alors, il peut y avoir plein de causes, hein, mais en gros, ce que je vous dis, c'est qu'une première cause de bradycardie et de ralentissement, c'est la perte de capture. On est d'accord? ouais. Ce que je vous ai montré. Eh bien, ça, c'est le même tracé. C'est aussi une perte de capture, mais il se trouve que c'est un stimulateur qui est programmé en bipolaire. Vous voyez, la stimulation bipolaire. Et il y a des tout petits spikes. Vous voyez, quand vous stimulez. Ça, c'est les ventricules stimulés et capturés. Eh bien là, on ne les voit pas du tout, en fait, les spikes. Mais il y en a des spikes. Et quand on a interrogé avec le programmateur, on s'apercevait qu'on stimulait, mais qu'on ne capturait pas. C'était exactement le même tracé que ça, si ce n'est que là, le spike est unipolaire, alors que là, ils sont bipolaires, et on passe complètement à côté du diagnostic. Vous comprenez? Voilà. C'est pour ça que je vous dis, l'intérêt parfois unipolaire, bipolaire, ben, là, c'est sûr que tout le monde va dire, ah ben là, il a stimulé, mais il n'a pas capturé. Là, c'est exactement la même chose, hein. Ici, il stimule, il ne capture pas, mais on ne voit rien, quoi. Et du coup, il y a un échappement ventriculaire et il réapparaît le BAV3 du patient, quoi. Ici, il se remet à capturer. Parfois, on est en limite de seuil, ce qui fait que vous avez une capture intermittente. Là, ça stimule et ça capture, ça stimule, ça capture, ça stimule, ça capture. Ici, vous ne pouvez pas le voir, hein, sur le tracé. Je vous dis, hein, quand le tracé n'est pas de très bonne qualité, en plus qu'il est un peu parasité parce que le patient n'est pas très bien, parce qu'il a fait des malaises et des choses comme ça, ben, vous avez ce type de tracé-là et les spikes, vous ne les voyez pas du tout. Ouais, vous vous souvenez, hein? Mm. Euh, Ça, c'est une stimulation bipolaire. Voilà, le spike là, on le voit, il est tout petit, quoi. Si vous avez un tracé qui est imparfait comme là, bah, vous pouvez très bien ne pas le voir du tout, quoi. OK? Des questions? Bien. Alors ça, c'est l'interrogation. Vous voyez, quand on fait une interrogation de pacemaker, on a la possibilité d'avoir l'électrocardiogramme avec le programmateur, mais en plus, on peut avoir les marqueurs. Et donc, on peut voir ce qui se passe. Donc là, vous voyez, je détecte l'oreillette, je stimule le ventricule. Je détecte l'oreillette, je stimule. Je détecte, je stimule. Je détecte, je stimule. Qu'est-ce qui se passe ici? Toujours la question qu'il faut se poser. Là, on voit qu'on a un ralentissement net de la fréquence. Là, vous avez un ventricule spontané, Non. un autre ici, un autre là, mais vous avez vraiment un grand ralentissement de la fréquence. Et là, vous repartez sur une fréquence normale. Qu'est-ce qui se passe d'après vous? Pourquoi est-ce qu'il est lent? Il y a une perte de capture. Non, je ne sais même pas s'il est stimulé là, c'est qu'il est plus Voilà, stimulé. c'est ça la question. Ouais, je pense La qu'il est plus. perte de capture, vous Ouais, auriez VPACE, ouais. mais pas de QRS derrière. Ça, c'est la perte de capture. C'est ça. Ça, je stimule, mais je ne capture pas. Donc, vous avez VPACE, mais vous n'avez pas le ventricule derrière. C'est ça qui est très important à comprendre quand on interroge un pacemaker. Voilà. Là, vous n'avez pas de VPACE. Pourquoi? Il est plus stimulé. Pourquoi? Euh, Là, dans le chat, c'est très bien, il y a plein de bonnes réponses. Qu'est-ce que vous en dites? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas stimulé? Parce qu'il y a des marqueurs? il y a une perte de détection. Alors, pas une perte. Vous avez des marqueurs VS, on est d'accord? Mm. VS, ça veut dire que le canal ventriculaire détecte quelque chose. On est d'accord? Ouais. Mais c'est les À parasites partir du moment où il détecte, ben, il ne stimule pas. qui ne stimulent pas. Ouais. Est-ce que ça correspond à des vrais ventricules? Non, maintenant c'est des Non. parasites. Voilà, donc c'est de la surdétection. Mm. Surdétection, parce qu'il a détecté quelque chose qu'il ne devrait pas. Et effectivement, ce sont des parasites. Ça, ce sont des potentiels pectoraux. Voilà, le muscle pectoral qui est détecté. Là, on détecte en unipolaire, donc entre le bout de sonde et le boîtier. Et ça majore considérablement le risque de surdétecter, ce que je vous disais tout à l'heure, le muscle pectoral. Est-ce que c'est clair? Et donc, quand vous allez avoir un patient,
voilà, qui est lent, si vous avez ça, par exemple, sur ce tracé, il devrait stimuler ici. Il ne stimule pas, mais il y a deux causes. Soit, trois, on va dire, mais soit il stimule, on ne voit pas le spike, mais ça ne capture pas. Ça, c'est un premier problème. Et donc là, on va régler l'amplitude de stimulation. Soit il ne stimule pas, parce que, en fait, il surdétecte quelque chose, comme ici, pardon, comme là. Il surdétecte ici les myopotentiels. Et c'est pour cette raison qu'il ne stimule pas. D'accord? Là, il ne capture pas, il n'y a pas de ventricule, parce qu'il n'y a pas de stimulation du tout. Donc, c'est complètement différent. Ce cas-là où il ne stimule pas et ce cas-là où il stimule, mais il capture. C'est deux problématiques complètement différentes. Là, on va régler la sensibilité du pacemaker de façon à ce qu'il n'entende plus ce bruit. Est-ce que c'est clair? Oui? Ouais. Troisième cas de figure. Qu'est-ce que vous dites? Là, de nouveau, vous avez une pause. On est d'accord? Oui, oui, il y a une pause. Oui, c'est une Vous voyez qu'il est stimulé dans l'oreillette, stimulé dans le l'oreillette, ventricule, stimulé toujours. dans l'oreillette, stimulé dans le ventricule. Là, je vous le dis, c'est quoi qu'on stimule là? C'est l'oreillette? On stimule l'oreillette. Et il n'y a pas de stimulation ventriculaire derrière. On est d'accord? Ouais. Le spike, il n'y est pas. Ouais. Donc, est-ce que c'est un problème de capture ventriculaire? S'il n'y a pas de spike, on ne risque pas Non, de capturer. On est non, d'accord? non, 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 ouais. C'est pas la même chose que ça. On est Non. d'accord? C'est Ouais. autre chose. Hop, hop. Voilà. Donc, la question, c'est est-ce qu'il n'a pas stimulé alors qu'il n'y a pas de ventricule? Normalement, s'il ne stimule pas le ventricule, c'est qu'il y a eu un ventricule spontané. Mm. Voilà. Il se trouve qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas, donc il devrait stimuler. Donc, soit il a surdétecté au niveau de son canal ventriculaire, il a entendu quelque chose qui ne devrait pas, et c'est pour ça qu'il ne stimule pas. Mais l'autre possibilité, c'est que, voilà, je vous ai dit, il y a trois cas de figure. Si vous êtes trop lent, c'est un, parce que vous stimulez mais vous ne capturez pas. Deux, vous ne stimulez pas parce que vous surdétectez. La troisième, c'est qu'il existe aujourd'hui des modes spécifiques dans les pacemakers. De plus en plus, l'objectif chez les patients avec dysfonction sinusale, c'est de stimuler l'oreillette sans détecter le ventricule. Sans stimuler le ventricule, pardon. Les patients avec dysfonction sinusale, ils ont besoin d'être stimulés dans l'oreillette, mais normalement, il y a une conduction auriculo-ventriculaire qui est normale, donc ils doivent avoir un ventricule spontané. Et donc, les pacemakers aujourd'hui essayent autant que possible d'éviter de stimuler le ventricule. Voilà. Et parfois, quand on programme un mode comme ça, ce sont des modes spécifiques qui sont différents d'une marque à l'autre, eh bien, il y a un risque, comme ici, c'est le fonctionnement normal du pacemaker, hein, c'est que si le patient est en BAV, eh bien, sur un cycle, on dit, ben voilà, comme je veux favoriser la conduction spontanée, eh bien, j'évite de stimuler le ventricule. Est-ce que c'est clair là, ce que je vous explique? Ouais. Regardez ce que ça donne avec la programmation. Là, vous aviez une programmation d'un mode standard, c'est-à-dire DDD, vous stimulez l'oreillette, vous stimulez le ventricule. Je programme ce mode spécifique. Ce mode spécifique, c'est un mode qui s'appelle le mode MVP chez Medtronic, qui s'appelle VP suppression chez Biotronic, et qui tolère l'existence d'ondes P bloquées pendant une courte durée, de façon à favoriser au maximum la conduction spontanée. J'ai programmé mon mode ici, j'ai une stimulation atriale, et là il dit, ben voilà, je vais attendre, je vais éviter de stimuler le ventricule, je vais attendre le maximum de temps, de façon à laisser apparaître le ventricule spontané. Il se trouve que ce patient est en BAV3 et du coup, il n'y a pas de ventricule spontané. Et donc, vous avez une activité atriale bloquée. Il va dire, je restimule. Bon, les détails du mode, on s'en fout, hein, mais je vais restimuler un coup pour éviter une pause trop longue. Je vais stimuler le ventricule et je vais lui donner une deuxième chance. Je vais de nouveau stimuler l'oreillette et je vais attendre qu'il y ait un ventricule spontané. S'il n'y en a pas, je reviens au mode DDD parce que manifestement, chez ce patient, voilà. Donc là, le tracé que je vous ai fait, c'est pour vous montrer un tracé. Parce qu'évidemment, avec un patient en BAV3, on ne va pas programmer ce type de mode, puisque ce type de mode, l'objectif, c'est de favoriser la conduction spontanée. Si vous avez un patient en BAV3, ben, vous n'allez pas le programmer parce que forcément, vous aurez ça, vous aurez des ondes de P bloquées. Donc ça n'a aucun sens. Mais c'était juste pour vous montrer le tracé. Donc on retient, quand on a un patient qui est trop lent avec un pacemaker, bah, soit c'est parce qu'on stimule mais on ne capture pas, soit on ne stimule pas parce qu'on surdétecte, souvent du bruit, soit parfois, c'est ça qu'il faut avoir en tête parce que parfois quand les infirmières elles reçoivent les patients qui remontent de la pose d'une pile, il peut y avoir un mode très spécifique, voilà, et qui sur un ou deux battements, en gros,
peuvent tolérer l'existence d'ondes P bloquées. Vous voyez ici, à partir de là, le mode il a été déprogrammé spontanément et on revient avec une stimulation ventriculaire. Mais vous avez un aspect, et le patient qui remonte de la pose de sa pile, il peut très bien avoir ça, et l'infirmière va dire, ah, bah, tiens, c'est curieux, le pacemaker, il ne marche pas. En l'occurrence, il marche très bien, il marche comme vous l'avez programmé. Vous n'aviez pas à programmer ce mode-là, si vous l'avez programmé, voilà ce que ça va donner. Est-ce que c'est clair? Ouais. Oui. Ouais. D'autres questions? Non. Qu'est-ce que vous me dites sur ce tracé? Donc là, il s'agit d'un patient qui est en FA permanente, fibrillation, et qui a un pacemaker simple chambre, Mm. une seule sonde dans le ventricule. Qu'est-ce que vous me dites? Bah, que parfois le spike qui tombe pas là où il faut. Oui, c'est-à-dire pas où il faut. Bah, pour les, il y a des Regardez ventricules. si vous prenez votre séquence. Ouais, voilà. Il y a des Où est-ce que- ventricules, là, des ventricules spontanés. Quand les ventricules sont spontanés, il y a quand même le Ouais. spike qui est après. On voit bien que là, le pacemaker, il fonctionne avec une stimulation à fréquence fixe. Mm. Vous voyez les spikes là? Donc c'est un simple chambre, hein. Donc le spike que vous voyez, forcément, c'est ventriculaire. Quand ça tombe au bon endroit, ça capture. Mais par contre, quand il y a un ventricule spontané, ça n'inhibe pas la stimulation. La stimulation survient, y compris normalement un pacemaker normal, quand il voit ce QRS, il ne doit pas stimuler derrière. Celui-là, il ne doit pas stimuler derrière. Il doit dire j'ai détecté, donc je redécale mon intervalle. Si je suis programmé à 60 par minute, quand je détecte un ventricule, ben, j'attends une seconde avant de stimuler. Là, on voit bien que qu'il y ait les ventricules spontanés ou pas, ben, vous avez une stimulation à fréquence fixe. D'accord? Mm. Stimuler le ventricule, quoi qu'il arrive, qu'il y ait des ventricules spontanés ou pas. Et donc là, il y a deux causes possibles. Qu'est-ce que ça peut être comme cause? Le mode n'est pas Le le bon. mode. Il Ouais. y a des modes de stimulation. Il y a effectivement ce qu'on appelle le mode VOO. Le mode VOO, le principe, c'est de dire, ben voilà, quoi qu'il arrive, tu stimules. Pam, pam, pam. Qui est un ventricule spontané ou pas, lui, il stimule. Vous le réglez à 60, mais toutes les secondes, il va stimuler. C'est comme ça que fonctionnaient les premiers stimulateurs cardiaques. Les premiers stimulateurs cardiaques, ils n'avaient pas de capacité d'écoute. Les tout premiers, hein, il y a 50 ans, si vous 60 même, ils stimulaient à fréquence fixe. Donc ça s'appelle les modes asynchrones, ils n'écoutent pas. Quelle est la deuxième possibilité? La fréquence? Non? Non. La deuxième possibilité, c'est qu'il y a un problème de sensibilité ventriculaire. C'est-à-dire que ce que vous voyez, vous, c'est de l'électro, hein, là. C'est pas ce que voit la machine. Il est tout à fait possible que vous ayez réglé un niveau de sensibilité qui fait que vos signaux, ils sont trop petits et donc, vous n'allez pas les voir du tout. Est-ce que vous comprenez? Mm. Vous voyez, quand on règle un pacemaker, on règle la sensibilité. On va lui dire, ben voilà, tout ce qui fait plus que cette amplitude que je vais régler, ben, je vais considérer que c'est un ventricule et donc je vais l'entendre et je vais éviter de stimuler. Tout ce qui fait moins que cette amplitude, je ne vais pas le voir et donc je ne vais pas en tenir compte. L'objectif, c'est de dire, vous savez, il y a toujours du bruit, il y a toujours un bruit de fond. Donc ça, vous voulez surtout pas l'entendre. Le pacemaker, il ne faut pas qu'il entende le bruit environnant. Il ne faut pas qu'il entende parce que si vous entendez le bruit, mais forcément vous allez dire j'entends quelque chose, donc je ne stimule pas, et donc ça ne marchera pas. Donc vous allez devoir programmer un seuil de détection où en dessous, vous allez dire ben, ça c'est du bruit, et voilà, je demande au pacemaker de ne pas l'entendre. Par contre, à partir d'un certain niveau, ben, je vais l'entendre. Vous voyez, quand je vous montrais euh, hop, ce tracé-là, là, la sensibilité, vous le voyez mon tracé là? Mm. Là, il Ouais. entend du bruit. Mais ma sensibilité, elle n'est pas bien programmée. C'est-à-dire que si j'étais programmé, par exemple, à 1 millivolt, mais je vais dire, comme à 1 millivolt, j'entends du bruit, mais je vais changer mon niveau de sensibilité. Je vais me mettre à 2 millivolts. Et à 2 millivolts, ben, si ce bruit il fait, par exemple, 1,1 millivolt, si je me programme à 1, il entend. Si je me mets à 2, il n'entend pas, puisque il ne va détecter que ce qui fait plus que le seuil. Et bien, à l'inverse, sur ce tracé, peut-être que les signaux ventriculaires, ils sont tout petits, que je suis programmé à 3 millivolts, par exemple, que mon signal, il fait 2,5 millivolts, et bien là, je vais modifier la sensibilité dans l'autre sens. Je vais baisser ma valeur pour être plus sensible. Au lieu d'être à 3 millivolts, je vais me mettre à 2 millivolts. Comme ça, j'ai plus de chances d'entendre les signaux qui font 2,5 millivolts. Est-ce que c'est clair? Ouais. Donc, vous voyez, quand vous réglez un pacemaker, vous allez régler une fréquence. Vous allez dire, je veux être réglé à telle fréquence.
Je vais régler, donc vous voyez, la fréquence, ça va déterminer si je vais stimuler l'oreillette ou pas. Je vais régler mon délai AV de façon à dire, ben là, je vais favoriser le ventricule spontané. Je vais programmer mon amplitude de stimulation. Là, manifestement, sur ce spike, je suis inefficace, donc il faut que je monte mon amplitude de stimulation. Je vais régler une question de détection. Je ne veux pas entendre le bruit. En revanche, je veux absolument entendre les signaux. Donc, c'est une espèce d'équilibre à trouver entre les deux. OK? Est-ce que c'est clair? Ouais. Oui, parfait. Bon, Il y alors a, ça, c'est un peu. Oui, il y a une question intéressante sur la sensibilité automatique dans le chat, là. Je sais pas ouais. si tu veux expliquer, parce que du coup, ils aimaient maintenant la sensibilité automatique. Donc, Alors, ça, c'est une question hein, qui est beaucoup plus compliquée que la lecture de l'électrocardiogramme. Mais ce que je veux dire, c'est que là, je ne vais parler que à ceux qui contrôlent des pacemakers ou qui font de la télémédecine de pacemaker et qui connaissent bien le sujet. Effectivement, ce que je vous décrivais tout à l'heure, je vous parlais d'une sensibilité fixe. C'est-à-dire que, en gros, historiquement, dans un pacemaker, c'était des sensibilités fixes. Je disais, je programme 2 millivolts et tout au long du cycle cardiaque, tout ce qui fait plus de 2, je le détecte. Tout ce qui fait moins de 2, je ne le détecte pas. En gros. Aujourd'hui, on a des sensibilités adaptatives, c'est-à-dire que le niveau de sensibilité évolue au cours du cycle cardiaque. Ça, c'est quelque chose qu'on utilisait dans les défibrillateurs, mais que l'on a rapatrié aussi dans les stimulateurs cardiaques. C'est deux méthodes de faire de la détection. Mais là, on rentre un peu trop loin, je pense, dans les détails. Si vous voulez, on en reparlera une autre fois de ça. OK? Qu'est-ce Ouais. que vous me dites là-dessus? De quoi s'agit-il? Vous êtes là toujours? Oui, oui, il est stimulé en ventriculaire, hein, C'est mais très bien. Vous voyez? Là, vous voyez les spikes qui sont petits, là, hein. ouais, ils sont petits, c'est Vous les voyez là? Il faut les chercher. Si vous ne les cherchez pas, moi, là, j'ai mis mes lunettes, par exemple. Mes lunettes, parce que sinon, je ne les vois pas, les spikes. Donc, les spikes, on les voit. Il y a un certain nombre de patients qui arrivent. Là, vous voyez, vous avez une tachycardie à QRS large, mais qui est stimulée dans le ventricule. Donc, les diagnostics sont complètement différents que si c'était spontané. Si c'était spontané, je me dirais, c'est probablement une tachycardie ventriculaire. Là, c'est une tachycardie électro-entraînée, c'est-à-dire stimulée. On est clair là-dessus? ouais, C'est bon pour tout le monde? Bien. ouais. Ça, il y a tous les ans, hein, on a des gens qui arrivent aux urgences. Les gens ne savent pas qu'ils ont un pacemaker ou un défibrillateur. Et ils nous disent, ben voilà, il arrive pour tachycardie ventriculaire, en fait. En fait, pas du tout. C'est une tachycardie drivée par le stimulateur, stimulée. Donc, c'est des diagnostics qui n'ont absolument rien à voir. OK. Mais une fois de plus, c'est difficile parfois à voir quoi, sur le tracé. Donc, là, on met la tête de télémétrie. Je vous la fais brève. Mais en gros, sachez que dans les tachycardies, il y a ce que l'on appelle les tachycardies par réentrée électronique. Bon, c'est un certain type de tachycardie, je ne vais pas trop rentrer dans les détails aujourd'hui, mais en gros, c'est des tachycardies où le pacemaker s'emballe en fait, de lui-même. Et il va détecter l'oreillette, stimuler le ventricule, détecter l'oreillette. Voilà. Il va créer lui-même sa tachycardie. Sachez qu'il existe des algorithmes, mais par exemple là, c'était un stimulateur Medtronic, le stimulateur que je vous ai montré. Il y a des algorithmes qui vont reconnaître cette tachycardie, dire ah ben voilà, c'est mon pacemaker qui s'est emballé. Et il y a des algorithmes qui vont les reconnaître et qui vont les interrompre. Vous voyez là, en nominal, chez Medtronic, c'est sur off. Mais là, je l'ai programmé sur on, et donc vous avez votre tachycardie. À partir de là, il la reconnaît et il interrompt, et vous revenez avec un rythme normal. Est-ce que c'est clair ça? Ouais. Oui, bien. Donc, pour vous dire hein, que quand vous avez un patient avec un pacemaker qui a une tachycardie, concentrez-vous bien pour regarder. Vous avez tout à fait le droit d'avoir un pace et une TD, hein. Vous avez le droit d'avoir un pace et un footer. Vous avez le droit à tout, en fait. Mais ce n'est pas du tout le même diagnostic si vous avez un pace et que la tachycardie est à QRS large, mais électro-entraînée. Et il faudra penser, dans ce cadre-là, à la tachycardie par réentrée électronique. Je vous le montre, juste ça. Hop, pardon. La tachycardie par entrée électronique, c'est je stimule le ventricule, il y a une conduction rétrograde, je détecte l'oreillette et je stimule. Comment on peut faire si on n'a pas de programmeur pour arrêter instantanément une tachycardie par entrée électronique? Pour avoir une tachycardie par entrée électronique, il faut stimuler le ventricule et détecter l'oreillette. On le met en VVI? Alors, si vous n'avez pas le programmateur, Ah, ouais, je mets l'aimant. Ouais. exactement. À partir du moment où on met l'aimant, on arrête d'écouter l'oreillette. Vous vous souvenez, hein, on stimule l'oreillette, stimule le ventricule. Et donc, vous allez vous retrouver, vous allez interrompre immédiatement la tachycardie, puisque
La tachycardie par entrée électronique, vous devez forcément avoir une détection atriale. Vous voyez? Donc, l'aimant, ça peut aussi avoir. L'aimant, ça, il ne faut pas l'oublier, ça, hein, parce qu'aujourd'hui, on a de moins en moins d'aimants sur les chariots, tout ça d'urgence. Mais c'est bien d'en avoir un quand même, parce que ça peut avoir, je vous répète, un côté thérapeutique. Le patient qui a une augmentation de seuil, tu mets l'aimant, mais voilà. Mais ça peut marcher à 5 volts. Un patient qui fait une tachycardie par entrée électronique, tu mets les mains, ça arrête la tachycardie. Mm. D'accord. Donc, c'est bien quand même de les avoir dans les chariots, je pense. Alors, hop, tout à l'heure, je vous ai montré un tracé en vous disant, voilà, ça, c'est un patient, tout à l'heure, hein, qui avait une stimulation ventriculaire droite. Vous vous souvenez, au niveau de l'apex. Ouais. Avec, si je reviens dessus, l'aspect caractéristique, positif en D1, négatif dans les dérivations inférieures, et avec cet aspect plus ou moins de bloc gauche, c'est-à-dire positif en V5, V6. Alors, j'avance. Hop. Là, qu'est-ce que vous me dites sur ce tracé? Ça, Euh, c'est V1 ici. Ça, c'est D1. oui, d'accord, ouais. Voilà, pour le coup, c'est pas l'apex qui stimule alors. Non. Qu'est-ce que ça peut être d'après vous? Là, Euh, vous êtes c'est- négatif en D1. ouais, c'est une Il y a fort à penser qu'il y a une partie de stimulation gauche. gauche. Voilà. Et vous avez un aspect qui ressemble à un bloc droit ici. Vous voyez, positif en V1. Ouais. Ça, c'est une stimulation biventriculaire. Aujourd'hui, vous savez, on peut mettre des sondes au niveau du ventricule gauche et vous allez avoir une stimulation entre la droite et la gauche. Bien, souvent, vous allez avoir cet aspect négatif en D1 et très souvent positif en V1. Donc, sur l'électrocardiogramme, je vais me dire, ben là, je pense que la sonde gauche marche. Le même patient, j'ai éteint la sonde droite. Donc là, il est en stimulation ventriculaire gauche pure. D'accord? Et là, vous voyez que vous avez un QRS qui est très large. Quand vous stimulez que le ventricule gauche, vous avez un QRS qui est très large, mais pour le coup, très négatif en D1. D1, ça va de la droite vers la gauche. Si vous stimulez à gauche, vous allez avoir une activation qui va aller de la gauche vers la droite. Donc forcément, vous allez être négatif en D1. Et vous allez avoir un aspect, comme vous stimulez à gauche, de bloc de branche droit. Donc vous allez avoir QRS très positif en V1. C'est clair ça? Ouais. Vous voyez? Bivet, VG. QRS très large, VG pur, voilà, avec cet aspect très négatif en D1 et positif en V1. Par opposition, je vous le remonte une dernière fois, à la stimulation VD pure, où là, à l'apex, vous avez positif en D1 et négatif en D2, D3, et plutôt un aspect de bloc de branche gauche. Est-ce que c'est clair? Ouais, ouais. Là, qu'est-ce que vous me dites? Ouf, il y a un double, enfin, Je stimule l'oreillette. ouais. Et puis le ventricule aussi. Ouais. Prenez, mettez-vous là où on voit bien. Ouais, Ouais. ici, là. Bah là, on voit que c'est le ventricule seulement qui stimule. Ouais. Donc, je détecte l'oreillette, je stimule le ventricule. À quoi Mm. ça peut correspondre? Il y a un délai, vous voyez, entre la stimulation et le ventricule derrière. Ouais. Et le QRS est très fin. À quoi ça peut correspondre, ça? Je ne sais pas si vous en avez vu déjà. Ça, c'est de la stimulation du faisceau de His. Vous savez que pendant très longtemps, on s'est posé la question de comment on pouvait faire pour avoir la stimulation la plus physiologique possible, c'est-à-dire avec l'activation ventriculaire la plus normale possible. Qu'est-ce que c'est la norme? Normalement, la norme, c'est ça fait nœud auriculo-ventriculaire, faisceau de His, branche et ventricule. Eh bien, il y a eu, à un moment donné, l'idée, c'est de dire, mais quand je vais stimuler mon ventricule, je vais me mettre sur le faisceau de His, ce qui fait que l'activation, elle va faire His, branche, et vous allez vous retrouver avec un QRS qui est normal et qui est fin. Vous comprenez? Ouais. Imaginons que vous avez un BAV3. Ça bloque au niveau du nœud AV. Ben, si je mets ma sonde ventriculaire sur le His, ben, je récupère un QRS normal qui est beaucoup plus fin. Puis il est normal, il est fin par rapport à la stimulation de l'apex du ventricule droit que je vous ai montré tout à l'heure, ou même de la stimulation gauche, ou même de la resynchro. D'accord? Mais à partir du moment où je stimule le his, ça va mettre un peu de temps, il va falloir que ça passe par les branches avant d'arriver au ventricule. On est d'accord? Mm. C'est pour ça que vous aviez cet aspect de QRS très fin avec un délai entre le spike et le début lui-même du QRS. Vous comprenez? Ça prenait un peu de temps. Vous comprenez ça? Ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est sûr que c'était ultra, il n'y a pas plus physiologique que ça.
Là, vous avez exactement reproduit l'activation normale. Le problème, c'est que la stimulation hisienne, ça posait question sur un certain nombre de choses. Souvent, on perdait la capture, il pouvait y avoir des problèmes de surdétection. Donc, ça ne marchait pas si bien que ça. Mais sinon, on s'était dit, ben là, on a trouvé la solution ultime. Alors, qu'est-ce qui a été proposé pour contrer un peu ces problèmes techniques? Puis, c'était difficile de stimuler le his, parce qu'il fallait vous mettre pile sur le faisceau de his, celui que la sonde bouge un tout petit peu, que les seuils augmentent, et parfois, on perdait la capture, donc c'était embêtant. Qu'est-ce qui a été proposé pour contrer ça? La stime de branche gauche. Exactement la stimulation de branche gauche. Qu'est-ce que vous me dites sur ce tracé? Là, c'est un patient qui est en BAV3 au départ, à qui on met un pacemaker double chambre. Qu'est-ce que l'on voit sur ce tracé? Il est stimulant ventriculaire, mais il y a effectivement un petit délai entre le début de la stime et puis le. Alors là, le délai, il est moins net, hein. Ouais, Autant sur oh, celui-là, vous voyez, je vois un délai, moi. Là. ouais. Quand là, quand je stimule, j'ai voilà, j'ai un ventricule qui est quasiment immédiat. Est-ce qu'il est fin ou est-ce qu'il est très large ou est-ce qu'il est quand même relativement Bah fin? non, il est fin. Il est Il est fin. plutôt fin. Voilà. Et vous avez un aspect plutôt de bloc droit ou de bloc gauche? Vous voyez votre V1 là avec le R' là? Ça Euh, ressemble un peu à un bloc de branche droite, ça. Et donc, ça, c'est un petit miracle, hein. Un jour, c'est un médecin chinois qui est arrivé dans un congrès en disant, mais voilà, vous faites de la stimulation du his, moi, je fais de la stimulation de branche gauche. C'est-à-dire que je me mets sur le septum et je visse, je visse, je visse, je visse, jusqu'à atteindre la partie gauche du septum et choper la branche gauche. Autant le faisceau de His, c'est quelque chose de très fin et difficile à atteindre, autant la branche gauche, finalement, c'est assez large. Et si tu te visses, bah, tu arrives très souvent à aller capturer la branche gauche. Et donc, lui, il est arrivé, imaginez, on s'en fout qu'il soit chinois, mais pour vous donner l'idée, enfin, le choc que ça a été dans ce congrès, il a dit, mais moi, j'ai fait ça, et j'ai fait quelque chose comme, je ne sais plus, 200 ou 300 patients truc, voilà, waouh. Et vous montrer ces images-là. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en passe et qui déjà aujourd'hui, par exemple chez nous, a pratiquement remplacé la resynchronisation, pardon, a remplacé la stimulation de vis. C'est-à-dire que vous allez avoir une activation du ventricule gauche qui se fait à partir de la branche gauche et donc à partir de la dépolarisation normale, comme si c'était une activation normale. Alors vous avez un petit aspect de retard droit, donc de bloc droit, mais ça, c'est pas grave. Ce qu'on veut, c'est avoir l'activation du ventricule gauche la plus physiologique possible. Si vous mettez une sonde à droite, et vous avez une stimulation comme je vous ai montré à l'APEX, vous avez une activation qui va de proche en proche par le septum jusqu'au ventricule gauche, ça, c'est pas très bon sur le plan hémodynamique. Si par contre vous arrivez à mettre votre sonde sur la branche gauche et que vous capturez la branche gauche, eh votre ventricule gauche, il est activé normalement, comme si vous étiez activé par la branche gauche, quoi. Et du coup, vous avez quelque chose de physiologique, et du coup, ça, c'est très bon sur le plan hémodynamique. D'accord? Et le gros avantage de ça, c'est que c'est assez, entre guillemets, facile, c'est-à-dire qu'il y a moins d'élévation de seuil que pour la stimulation du his. C'est beaucoup plus facile. Quand vous vous vissez, plus ou moins, vous allez pratiquement à tous les coups arriver, si vous positionnez à peu près normalement. Alors, vous avez des indicateurs au niveau de l'électro, hein, mais vous avez de grandes chances de capturer la branche gauche, alors que stimuler le his, c'est difficile. Et donc, ça marche chez plein de gens, et vous vous retrouvez avec des QRS qui sont très fins. Et donc, ça, c'est sûr que c'est certainement mieux que la resynchro. Alors la resynchro, il y a eu plein d'études qui ont montré des bénéfices en mortalité, donc on ne peut pas remplacer immédiatement l'un par l'autre. Mais à moins qu'on ait une mauvaise surprise, il est très 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 possible que la stimulation branche gauche balaye complètement la resynchro dans toutes les indications, assez vite, hein. Voilà. Et donc ça va vous donner ce type de tracé-là, une stimulation, des QRS très fins, et souvent cet aspect un peu de bloc droit, avec des QRS fins quand même, cet aspect de retard droit, parce que le ventricule droit est activé un peu en retard, mais ça, c'est pas très grave par rapport au ventricule gauche. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Non? Pas Non. de questions? Est-ce que vous voulez, voilà, rien, tout est bon pour l'électrocardiogramme? Est-ce que vous avez compris? Généralement, que ce soit les étudiants en médecine hein, ou les non-rythmologues et les infirmières, quand on dit, oulala, il y a un électro, je comprends rien, quoi. Alors, il n'y a pas plus bête hein, qu'un électro de pace. C'est très simple. Il faut avoir compris les grandes bases, quoi, en gros. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce que je peux avoir, quoi, sur mon tracé? Voilà. Est-ce que c'est unipolaire? Ok, facile à interpréter. Attention, ça peut être bipolaire, donc plus dur. Comment est réglé mon pace?
Voilà. Là, par exemple, je ne stimule plus l'oreillette. Pourquoi? Parce que j'ai changé la fréquence minimale. Je m'étais mis à 60, je stimulais. Je me mets à 40, je stimule plus parce que le rythme spontané du patient est supérieur à 40. Là, je détecte le ventricule maintenant. Je ne stimule plus le ventricule. Pourquoi? Parce que j'ai allongé le délai AV, c'est-à-dire je lui laisse plus de temps pour faire apparaître le ventricule spontané. Simple. Le test alémant, on garde en tête. Il faut connaître ses fréquences. Bon, aujourd'hui, on l'utilise beaucoup moins pour l'usure, hein, voilà. Mais il faut comprendre comment ça fonctionne. Et moi, je pense que c'est bien quand même d'avoir un aimant dans les chariots parce que parfois, ça peut vous sauver une situation compliquée. Un patient qui arrive aux urgences avec un pacemaker qui ne marche pas, une des premières choses que tu peux faire, poum, je mets l'aimant. Parce que s'il est lent, soit c'est parce que ça stimule, mais ça ne capture pas. L'autre possibilité, c'est qu'il ne stimule pas du tout parce qu'il surdétecte. Mais si je mets un aimant, il arrête de détecter, il va stimuler. Donc si par exemple j'ai des pauses majeures parce qu'il surdétecte quelque chose, si je mets l'aimant, ben, ça va fonctionner aussi. C'est-à-dire que ça va lui sauver la vie parce qu'il va se mettre à stimuler, il va arrêter d'écouter. Ok. On garde toujours en tête qu'aujourd'hui, il existe des modes spécifiques de stimulation qui peuvent donner cet aspect de non-stimulation ventriculaire sur deux complexes comme ça. Donc ça, il faut avoir en tête parce que c'est variable d'une marque à l'autre, mais ça peut impliquer un certain nombre de choses. Ok. Après, on regarde. Là, on voit manifestement qu'il y ait des ventricules spontanés ou qu'il n'y en ait pas. Ben, ça ne change rien, il stimule à fréquence fixe. Alors, soit c'est le mode, je l'ai programmé pour qu'il fonctionne comme ça, soit c'est qu'il y a un problème de détection, qu'il y a un problème de sous-détection. Ça, c'est un problème de surdétection, je détecte quelque chose que je ne devrais pas. Ça, c'est un problème de sous-détection, je ne détecte pas alors que je devrais détecter. Ok. Voilà. Le pacemaker, hein, c'est plein de choses à savoir, mais c'est pas compliqué du tout, en fait, hein. Voilà. Attention aux tachycardies. Quand vous avez un pace, il y a le risque que vous ayez des tachycardies électro-entraînées et que vous confondiez ça avec une TV. Là, par exemple, si vous l'endormez pour le choquer, c'est pas une bonne idée, quoi. C'est juste le pace qui s'est un peu emballé. Une fois de plus, un test sur un tachycardie électro-entraîné, si vous mettez les mains et que c'est une tachycardie par réentrée électronique, ça arrêtera immédiatement la tachycardie. Et ensuite, voilà, je vais vous montrer ça pour vous montrer. Vous voyez, par exemple, ça, c'est la resynchro. Vous voyez bien que le QRS, il n'est pas normal, hein, du tout. Vous avez un QRS qui est large. C'est certainement mieux que d'avoir un bloc gauche. C'est pour ça que vous allez mieux et c'est pour ça que vous vivez plus longtemps. Mais on est quand même encore assez loin de la physiologie. Quand on stimule en le faisceau de His ou la branche gauche, on a des QRS qui sont bien mieux, beaucoup plus fins. Donc, ça a l'air beaucoup plus physiologique. Et donc, si ça fonctionne, s'il n'y a pas de complications, s'il n'y a pas de problème comme ça, c'est une technique qui est évidemment extrêmement prometteuse, puisque là, on se rapproche vraiment de ce que l'on vise, c'est-à-dire l'activation physiologique qui correspond au QRS5. OK, les amis? Pierre, il y a une Mm. question dans le chat. Que fait l'aimant sur un def au niveau de la steam? C'est rien. Rien. Avant, quand on mettait un aimant sur un def microporte, ça faisait comme pour les autres defs, c'est-à-dire que ça inhibait toutes les thérapies. Mais en plus, chez Microport, avant, ça accélérait aussi la stimulation comme dans un pace. C'était les seuls à faire ça. Aujourd'hui, ça ne le fait plus, y compris chez Microport. Si je mets un aimant sur un défibrillateur, ça n'aura aucun effet sur la stim. Aucun. Ça va juste inhiber les thérapies. Enfin, juste, c'est pas mal déjà, hein, mais voilà. D'autres questions? Bon, là, il faudra qu'on vous fasse parvenir parce que tous les tracés là que je vous ai mis, on a écrit le chapitre là-dessus. Et voilà, si vous voulez revoir, eh ben, on vous l'enverra, on verra avec Marc tout ça pour voir comment on vous l'envoie. OK? Merci. Des questions, les amis? Non? Et merci beaucoup pour votre contribution du Poitou, formidable. Merci. Bon, Prochaine je vous session tiens, le 18 juin, du coup. Yes. prochaine session le 18 juin. Et D'accord. écoutez, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes. Salut. Merci. Merci, Voilà. salut. Euh, Bien joué, Angélique. ouais, merci. Alors, on vous entend toujours, hein, si vous devez dire une méchanceté, Ouais, attention. non, non, je dis rien, je dis rien, je dis rien. Non, non, Pour merci, l'instant, merci. très bien. Bon, moi, j'apprécie ces candidatures spontanées, hein, comme ça. On va en trouver d'autres. Ok, Allez, bonne journée. salut. Allez, salut.